Auguste Ngomo Entertainment présente Code Renaissance. Un roman d'Auguste Ngomo, premier épisode. Chapitre 1. Aéroport international de Bolé, Addis Abeba, Éthiopie, 168 heures avant. Dans la salle bondée de l'aéroport de Bolé International, une voix informatique féminine et impersonnelle annonça froidement l'information en amharique puis en anglais. Les passagers du vol ET numéro 901 de la compagnie Ethiopian Airlines en direction de Lagos sont priés d'accomplir immédiatement les formalités d'embarquement à la porte numéro 4. La voix répéta le message plusieurs fois puis se tut. Aussitôt, les bruits habituels de l'aéroport de Bolé reprirent le dessus. Les pas rapides des voyageurs pressés et des retardataires, ceux plus lents des transitaires circulant dans les nombreux magasins en duty-free de l'aéroport, le bruit grinçant des vieux chariots poussés rageusement par les voyageurs et le personnel de l'aéroport, les cris agités des enfants de plus en plus nerveux et impatients de voyager ou épuisés par la longueur du transit, les voix étouffées des adultes en pleine discussion et la musique douce des magasins. Une ambiance classique des aéroports modernes. Hussein Okocha se redressa de son siège et fouilla rapidement dans sa veste. Sa main saisit son passeport. Il avait consciencieusement glissé dans ce document sa carte d'embarquement. Il sortit les 2 documents de sa poche intérieure et se dirigea rapidement vers la porte numéro 4, celle indiquée par la voix métallique de l'aéroport. Machinalement, il regarda sa montre Cartier. Elle indiquait 20h15, heure internationale. Avec un petit sourire satisfait, il s'avança vers la porte d'embarquement. La compagnie Ethiopian Airlines restait vraiment fidèle à sa réputation de ponctualité et d'efficacité, ce qui était assez rare sur le continent africain. Okocha s'apprêtait à se mettre dans l'immense file d'attente lorsque qu'une main gantée le tapota à l'épaule. Il se retourna brusquement vers l'homme d'origine somalienne qui se trouvait derrière lui. « Oui, il y a un problème ?» Excusez-moi, monsieur. Quelque chose est tombé de votre passeport. Tout en parlant, l'homme lui indiqua du doigt l'endroit exact du sol où se trouvait l'objet égaré, un bout de rectangle blanc. Okocha se pencha et ramassa la carte de visite. Il la retourna et reconnut la carte du fonctionnaire des Nations Unies qu'il venait juste de rencontrer dans l'aéroport. Un sourire de reconnaissance illumina son visage. Le Somalien lui rendit son sourire. Le Nigérian lui tendit naturellement la main. « Merci. » Mais de rien, monsieur. Au contact des mains, le Nigérian fut surpris du côté très huileux du gant du Somalien. Il retira vivement sa main et les frotta vigoureusement l'une contre l'autre pour les assécher rapidement. Se rendant compte du léger mécontentement de l'homme, le Somalien s'excusa aussitôt. « Je suis désolé, je viens juste de manger un beignet trop huilé. Vous connaissez les beignets éthiopiens, il y a plus d'huile que de farine à manger. Vraiment, excusez-moi, c'est le reste d'huile. » « Ça ira? Où allez-vous? » À Abuja. « Pour affaires? » ?»« Non, j'ai de la famille sur place. Et vous? » ?»« En mission. Je travaille pour l'Union africaine. » »« Ah, l'Union africaine. Vous connaissez? » ?»« Quel Somalien ne connaît pas l'Union africaine? Vous êtes présent à Mogadiscio, au Darfour. On vous connaît bien. » Okocha resta suspendu quelques secondes à la dernière phrase du Somalien. Que voulait-il dire ou qu'entendait-il par « on vous connaît bien » ? Il allait poser la question lorsque l'hôtesse d'accueil se fit insistante. « Messieurs, s'il vous plaît, avancez, vous êtes les derniers. » Les 2 hommes se dirigèrent vers la jeune femme. Avec un sourire très commercial, elle coupa les 2 cartes d'embarquement et souhaita un bon voyage aux 2 retardataires. Sans plus se parler, les 2 hommes se précipitèrent vers le sas conduisant à la porte d'embarquement de l'avion d'Ethiopian Airlines. D'un coup d'œil rapide, Okocha regarda le numéro de la place indiqué sur son coupon, 14L. Chapitre 2. Quelque part au-dessus du continent africain, 163 heures avant. Le vol d'Ethiopian Airlines durait maintenant depuis plus de 5 heures. Les hôtesses avaient fini de servir le repas et s'étaient mises en retrait à l'avant et à l'arrière de l'avion, laissant les passagers entre eux. Certains voyageurs, repus et plus détendus, lisaient, alors que d'autres discutaient à voix basse
tandis que d'autres, enfin, se mettaient à travailler ou à faire leur sieste. Le Nigérian lisait le dernier essai paru lorsqu'il commença à ressentir quelques sensations assez désagréables. Ses mains étaient froides et de son front perlaient de grosses gouttes de sueur, une sueur froide. Son malaise ressemblait à un début de paludisme ou de gastro. Il sortit un mouchoir en papier et s'épongea le front. Décidément, il ne se ferait jamais au plat des compagnies aériennes. Okocha rangea son livre dans la pochette du siège se trouvant devant lui, inclina son siège, ajusta sa couverture et se convainquit qu'une petite sieste allait le requinquer. De toutes les façons, il n'avait pas trop le choix. Ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Sans le vouloir, il s'assoupissait lentement. Chapitre 3. Aéroport, Abuja, Nigeria, 160 heures avant. L'hôtesse de l'air d'Ethiopian Airlines s'approcha du dernier passager de l'avion. Profondément assoupie, sa couverture était remontée jusqu'au niveau des joues. Sa tête tournée vers le hublot de l'appareil s'appuyait fortement sur la paroi. La jeune Éthiopienne se pencha et secoua légèrement le passager endormi. Avec un accent très américain, elle s'adressa à lui. « Monsieur, s'il vous plaît, nous sommes arrivés. » Malgré les légères secousses, l'homme ne bougea pas. La jeune femme le secoua plus fortement. Elle n'obtint aucune réaction. Afin de mieux le réveiller, elle s'introduisit dans la rangée pour se rapprocher encore plus du passager. Lorsqu'elle tira la couverture, elle vit le visage de l'homme. Effrayée, elle recula brutalement en hurlant de panique. Dans son bond en arrière, elle heurta violemment les autres sièges. Son cri se transforma en hurlement de souffrance. Tous les membres de l'équipage se retournèrent et se précipitèrent aussitôt vers l'hôtesse à terre. Très vite, la chef de cabine se rendit compte de la situation. Sous le choc, elle tenta de conserver son calme et son professionnalisme. Esther, fais venir le commandant ici, Tolo Tolo. Nous avons un grave problème. La deuxième hôtesse s'exécuta rapidement, tandis que les autres, les yeux hagards et choqués, regardaient quelque chose qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de la compagnie Ethiopian Airlines. La voix grave et rassurante du commandant de bord se fit entendre et réconforta tout l'équipage. Que se passe-t-il? Mon commandant, je crois que nous avons un mort à bord. Quoi? Un mort chef, le passager 14L. Chapitre 4. Aéroport d'Abuja, Nigeria, 159 heures avant. Pour la première fois depuis la journée, John Goldwyn regarda sa montre. Son vol avait du retard, beaucoup de retard, et c'était inhabituel de la part d'Éthiopian, la perle d'Afrique. Il se leva pour aller au renseignement lorsqu'une voix féminine lui donna l'information. L'hôtesse d'accueil indiquait que pour des raisons techniques, le vol à destination d'Addis Abeba était retardé de plusieurs heures. Enfin renseigné et conscient qu'il ne pourrait rien changer à cette donnée, il reprit méthodiquement la lecture de son livre. Un essai sur l'adaptation des techniques de criminologie internationale au contexte et aux réalités africaines. Pendant qu'il se replongeait dans son livre à l'autre bout de l'aéroport, la voiture du ministre des Affaires étrangères se garait devant le dispensaire du site. Son collègue de la santé, debout devant l'édifice, l'avait déjà précédé. Conscient du problème, les responsables de la compagnie aérienne avaient rapidement informé les autorités nigérianes et éthiopiennes de l'incident. L'affaire était très grave et hautement diplomatique. Un haut cadre de l'Union africaine, chef de la division du département Paix et Sécurité, avait été retrouvé mort dans un avion éthiopien, un pays pourtant réputé pour son sérieux et sa sécurité. L'ambassadeur éthiopien avait fait le déplacement dès qu'il avait appris la terrible nouvelle, tout comme le haut inspecteur des affaires criminelles de la République du Nigeria. Tous attendaient avec impatience le ministre des Affaires étrangères. Ce dernier sortit de sa voiture de fonction, salua tout le monde puis se tourna vers son collègue. Quelle est la situation? Rien de nouveau, je te confirme la mort du diplomate Hussein Okocha. Son corps, compte tenu de la sueur et des larmes sanguines, a été mis à l'isolement en attendant les résultats sanguins, bactériologiques et virologiques. Sueur sanguine. Qu'est-ce que c'est? On l'a retrouvé avec les yeux, le nez et la bouche pleins de sang. Sa langue était bleue et il perlait d'une sueur de sang. Ebola? À ce stade, nous n'en savons rien. Les examens sont en cours. Le ministre des Affaires étrangères se mit à réfléchir très rapidement.
Il savait que tous attendaient ses premières décisions. Il mesurait parfaitement les conséquences commerciales et surtout les risques diplomatiques de la décision qu'il devait prendre en urgence. Bien. Isoler l'avion et l'équipage, rappeler tous les passagers de ce vol ainsi que leurs familles et, si possible, toutes les personnes qui ont été en contact avec les passagers, l'avion et l'équipage. Prévenez le gouvernement éthiopien de la situation et des mesures que nous venons de prendre. Bien, monsieur le ministre. En bon diplomate, l'ambassadeur éthiopien réagit à cette décision plus pour la forme que pour le fond. Excellence, mon pays proteste contre cette décision. Par cette mesure sans date butoir, vous perturbez sérieusement les activités de notre compagnie nationale et mettez en jeu des milliers d'emplois. Je vous enverrai sous peu une note verbale officielle. Le ministre nigérian eut envie de sourire, mais ce n'était pas de circonstance. La situation était suffisamment grave. Il se retourna vers le diplomate et répondit fermement « Excellence Girma, je comprends votre protestation. Je vous promets de lever cette décision dès l'instant où nous aurons les résultats finaux. S'ils sont négatifs et ne représentent aucun risque pour les populations nigérianes et même éthiopiennes, votre avion pourra repartir. Dans le cas contraire, le gouvernement nigérian assumera ses responsabilités. Accordez-nous 48 heures. Après, vous pourrez envoyer officiellement votre note verbale. D'accord, nous nous accordons sur 48 heures. Le directeur de l'aéroport d'Abuja et le chef de la sécurité dirigèrent la délégation vers la salle de crise. La pièce était très grande et spacieuse. Dans un coin de la salle trônait une table recouverte de rafraîchissants, de café et de nourriture. Cette préparation indiquait que la soirée pouvait être longue, très longue. Chapitre 5. Aéroport d'Abuja, Nigeria, 154 heures avant. John Goldwyn se leva et saisit sa mallette de travail. À petits pas rapides, il se dirigea vers la porte d'embarquement. L'hôtesse d'accueil de l'aéroport d'Abuja venait d'annoncer aux passagers en partance pour Addis Abeba par le vol 900 d'Ethiopian Airlines qu'ils pouvaient accomplir les formalités d'embarquement, porte numéro 2. Les formalités se firent rapidement. À bord, le commandant présenta ses excuses et John remarqua que les hôtesses se mettaient en quatre pour satisfaire les moindres caprices des passagers. Elles servirent une triple ration de tout à tout le monde. Très vite, l'ambiance se détendit et devient plus conviviale. D'un coup d'œil rapide et habile, Goldwyn repéra une belle hôtesse métisse. À son regard, il sut qu'elle pouvait être facile à conquérir. Prêt à tenter sa chance, il appuya le bouton d'appel des hôtesses. La belle métisse se dirigea vers lui avec un très grand et beau sourire. Elle se pencha délicatement vers lui et Goldwyn huma délicieusement le parfum de la jeune femme. Un parfum pour homme porté par une femme. Cette Éthiopienne aimait l'indépendance ou les paradoxes. Votre parfum, c'est Fleur du Mal de Jean-Paul Gaultier. Le visage de l'hôtesse s'illumina et son sourire se fit plus franc, moins commercial. Oui, je vois que vous êtes un fin connaisseur. Lisant rapidement le badge de l'hôtesse, John se lança. Je confirme. Dites-moi, Alem, pourquoi ce long retard? Sans sourciller, l'hôtesse qui avait été longuement briefée sur le sujet donna l'explication officielle. Malheureusement, à Addis Abeba, un reptile venimeux s'est introduit dans l'avion, par la soute. Les services vétérinaires ont dû le traquer et le tuer. ETC a pris tout ce temps? Vous avez, un avion c'est très grand, surtout quand il faut chercher un petit reptile. Et en plus, un avion c'est très compliqué à fouiller. Sans raison, le regard d'Alem se troubla légèrement. John remarqua ce petit détail. J'espère qu'il n'était pas avec ses frères. Les reptiles sont particulièrement rancuniers. Prise par surprise, Alem éclata d'un rire franc, joyeux et très peu professionnel. Finalement, derrière la carapace des hôtesses, battait toujours le cœur d'une jeune femme. Non, il était seul, je l'espère. Discrètement, John tendit à l'hôtesse sa carte de visite. Il savait qu'il était interdit au personnel de bord de prendre ce genre de contact. La jeune femme hésita, puis devant l'insistance discrète de l'homme, elle prit la carte tout en le fixant. Alem, je ne connais personne à Addis. Vous êtes libre de m'appeler ou non. Le numéro est un roaming. Il n'y aura donc aucun frais pour vous. Je ne sais pas, on verra. Autre chose?
« Non, merci, Alem. » Alors, pensez à attacher votre ceinture, nous allons décoller. Ah oui, D'un geste rapide, John Goldwyn attacha sa ceinture et se retourna vers l'hôtesse qui s'éloignait déjà. Le Nigérian caressa délicatement sa fine barbe en forme de couronne fraîchement coupée. Il savait qu'elle mentait. La question était pourquoi, et surtout pourquoi une compagnie aussi professionnelle qu'Éthiopian et un gouvernement aussi pragmatique que celui de Mélès Zenawi utilisaient un mensonge aussi grossier. C'était très surprenant. Ne pas parler de panne technique était compréhensible. Il ne fallait pas affoler les clients. Surtout par les temps qui courent, après le récent accident d'un vol d'Éthiopian au large des côtes libanaises, les passagers étaient capables de descendre de l'avion et de demander le remboursement de leurs billets ou même des dommages et intérêts. Mais un mensonge tel qu'un serpent était incroyable. Un reptile introduit depuis Addis quand même. Et il aurait survécu à une température de plus de moins 150 degrés. Un vrai reptile extraterrestre. Et en plus, la faune éthiopienne et surtout celle d'Addis Abeba ne regorgeait pas vraiment de serpents venimeux. Alors, il fallait vraiment un sacré concours de circonstances pour qu'un serpent éthiopien hautement venimeux s'introduise dans l'avion, survive à une température de moins 150 pendant près de 10 heures de vol et ensuite se fasse repérer par l'équipage. Quelque chose d'autre s'était passé dans cet avion, mais quoi ? John arrêta sa réflexion. L'avion prenait de la vitesse et il aimait bien voir les décollages depuis le hublot. Chapitre 6. QG de l'Union africaine, Addis Abeba, Éthiopie 150 heures avant. L'officier de sécurité de l'Union africaine cognait maintenant depuis plusieurs minutes à la porte du chef de division des services financiers à la direction financière et budgétaire de la Commission. La sécurité avait été prévenue par le personnel qu'une forte détonation avait été entendue dans le bureau du chef de division. Aussitôt, le chef de la sécurité avait dépêché sur les lieux 2 de ses fonctionnaires. Malgré les consignes d'éloignement, un attroupement de badauds s'agglutinait des 2 côtés du couloir. Monsieur Nkonje, ouvrez, c'est la sécurité. L'agent de sécurité frappait encore à la porte, elle restait close et l'intérieur était silencieux. Il allait encore frapper sur la porte lorsque des cris d'horreur s'échappèrent de l'assistance. Surpris, il se retourna vers les badauds. Ceux-ci, tétanisés, scrutaient ses pieds et d'autres semblaient lui indiquer le dessous de la porte. Machinalement, il baissa les yeux, un frisson de dégoût lui parcourut l'échine. Il recula de plusieurs pas. Une flaque de sang commençait à imprégner le couloir du 2e étage du bâtiment C. Merde, Solomon. Appelle les équipes de maintenance. Tolo. Le 2e agent de sécurité se précipita vers les bureaux de la division Betts pour demander d'apporter les doubles des clés du bureau. L'officier de la sécurité s'éloigna de la flaque de sang, prit son téléphone et contacta le chef de la sécurité, le directeur de l'administration et le directeur des services médicaux. Chapitre 7. Bolé Aéroport, Addis Abeba, Éthiopie 140 heures avant. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport international de Bolé, à Addis Abeba. Il est exactement 22 heures, heure internationale. La température extérieure est de 15 degrés Celsius. Nous souhaitons vous informer que compte tenu du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra la semaine prochaine à Addis Abeba, les mesures de sécurité sont extrêmement importantes. Nous vous remercions d'avoir choisi Ethiopian Airlines, votre compagnie, pour ce voyage. Nous espérons vous revoir très prochainement sur nos prochains vols. Le commandant Facile Terefé et son équipage vous souhaitent une bonne soirée et un bon séjour en Éthiopie. L'hôtesse termina son discours alors que l'avion roulait encore. Quelques minutes plus tard, il s'arrêta sur le tarmac de l'aéroport. Avant que les portes ne soient ouvertes, John se leva, récupéra sa mallette et se mit dans la file d'attente qui commençait déjà à se former. À nouveau, il croisa le regard de la belle hôtesse de l'air. Elle lui adressa un léger sourire, John lui rendit le double. La file avança très vite. À son tour, John prit les escaliers. Il commençait à descendre les marches lorsqu'il remarqua les 2 voitures, 4x4 noires, avec gyrophare au pied de l'avion. Une moto se tenait devant les 2 voitures. Au pied de la passerelle, un homme en uniforme vert olive tenait une pancarte où était inscrit le nom de John Goldwyn. Il descendit rapidement les marches
et s'approcha de l'homme. Bonsoir, je suis John Goldwyn. Bonsoir, monsieur Goldwyn. Bonne arrivée en Éthiopie. Je suis Abere Alemi, officier de sécurité à la Commission de l'Union africaine. Je suis chargé de vous réceptionner. Cette démarche est-elle habituelle? Non, monsieur. J'ai des affaires à récupérer, monsieur Aber. Donnez-moi votre coupon et vos talons à bagages. Nos équipes vont se charger de vos affaires. Merci. John leva la tête vers la porte d'entrée de l'avion. Il remarqua qu'Alem, l'hôtesse de l'air, observait avec attention toute la scène. Le Nigérian fouilla dans ses poches, sortit le coupon et les étiquettes des bagages et les tendit à l'officier de sécurité. Celui-ci les récupéra, les mit dans sa poche, puis se dirigea vers la deuxième voiture du cortège, suivie par John. Il ouvrit la portière à John Goldwyn, la referma dès qu'il fut à l'intérieur et fit signe au motard de démarrer. Celui-ci mit ses gyrophares en marche, alluma la sirène de circulation et fit démarrer le cortège. En s'installant dans la voiture climatisée, John remarqua la présence d'un homme fin et plutôt âgé. Ce dernier lui tendit chaleureusement la main. « Bonsoir, monsieur Goldwyn. Mon nom est Amara Solomon, colonel Amara. Je suis le chef de la sécurité de la Commission de l'Union africaine. Soyez la bienvenue en Éthiopie et à l'Union africaine. » Je vous remercie, mon colonel. Pourquoi un tel accueil? Nous avons reçu des consignes du président de la Commission de venir vous réceptionner, de sécuriser votre parcours et de vous conduire directement au village africain. Le village africain? C'est le nom de la résidence du président de la Commission. Je vois. Y a-t-il un problème? Le président est le mieux placé pour vous donner toutes les informations et les détails. Je me contente d'appliquer les instructions. Réception, sécurisation et livraison. À la froideur de sa voix et surtout à la manière dont il parlait, John se doutait que, contrairement aux phrases mielleuses du début, il n'était pas le bienvenu. Il pouvait être sûr que le chef de la sécurité n'allait partager aucune information avec lui. Chapitre 8. Abuja, Nigeria, 139 heures avant. L'inspecteur en chef du ministère de la Sécurité intérieure relisait une énième fois les conclusions du docteur Atiku Livingston. Si les causes du décès du passager étaient claires, et sans risque pour les autres humains, un autre point du rapport le chiffonnait. Un des passagers du vol d'Éthiopian avait subitement disparu. Lorsqu'ils avaient regroupé tous les passagers pour les mettre en quarantaine, un seul passager manquait à l'appel. Ahmed Al-Hilal, ressortissant somalien. Une voix tira le chef des renseignements de sa réflexion. « Inspecteur ?» L'homme, sorti de sa réflexion silencieuse, redressa la tête et fixa son jeune interlocuteur. « Oui, Major. » Comme vous me l'aviez demandé, j'ai contrôlé l'ensemble des manifestes des vols d'aujourd'hui. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui. Dès son arrivée, M. Ahmed Al-Hilal a pris un autre avion en direction de Londres, et cela en contradiction avec sa fiche d'entrée sur le territoire national. Il y déclarait rester 1 mois au Nigeria. C'est notre homme. Il a pris quelle compagnie? British Airways. Sont-ils déjà arrivés? Le major consulta rapidement les manifestes et sa montre puis se prononça. Dans 1 heure, ils seront à Londres. Très bien. Nous allons à l'ambassade de Grande-Bretagne. L'inspecteur se leva, se saisit de sa veste et se vêtit rapidement. Il sortit son portable, composa un numéro puis attendit quelques secondes. Mes respects, monsieur le ministre. Je souhaite votre intervention au niveau de l'ambassade de Grande-Bretagne. Très bien, je m'y rends tout de suite. Merci, monsieur le ministre. Bonne soirée à vous aussi, Excellence. Il ouvrit son tiroir, prit son arme de service, sa carte d'accès spéciale et les clés de sa voiture de service. On y va. Ils se dirigèrent tous les deux vers la porte de sortie. Chapitre 9. Africa House, résidence du président de la Commission. Addis Abeba, Éthiopie, 139 heures avant. La salle de réception de la résidence du président de la Commission de l'Union africaine était immense et luxueusement décorée. Le choix des objets d'art, des matériaux de finition et du design inspirait le respect et l'admiration. Dans cet immense palace, tout était fait pour gommer les réalités africaines.
Les convives, en ce lieu, étaient très loin des bidonvilles de Lagos, Libreville ou Kampala. Le luxe insolent permettait de comprendre pourquoi les hommes politiques africains se battaient tous les 4 ans pour ce poste prestigieux et extrêmement bien rémunéré. Les 2 agents de la commission se tenaient debout devant de très beaux canapés africains. Ils avaient été invités à entrer, à attendre le président mais pas à s'asseoir. En tout lieu et en tout point, il fallait toujours respecter les consignes. Après 15 longues minutes d'attente, une des nombreuses portes s'ouvrit brusquement et le président de la commission, suivi de son aide de camp, entra dans la pièce. Il resta un moment devant la porte, scrutant rapidement les 2 hommes, puis il s'avança vers eux tout sourire. John Goldwyn eut juste le temps d'apercevoir dans la pièce d'où sortait le président un autre salon aussi luxueux que celui devant lequel il attendait depuis maintenant 16 minutes. Le président tendit la main tout en parlant. « Bonsoir, colonel Amara. » « Bonsoir, Excellence. Permettez-moi de vous présenter Monsieur John Goldwyn, des services de renseignement de l'Union africaine. » Tout en tendant la main à John Goldwyn, le président de la commission de l'Union africaine précisa « Pour être plus précis, colonel Amara, il s'agit de Monsieur John Abiola Ike Goldwyn. Bonsoir. » « Bonsoir, Excellence. John Goldwyn suffira. » Le président Jamping, qui tenait toujours la main du Nigérian, le fixa avec plus d'intensité. « Des problèmes d'africanité à gérer en faisant disparaître Abiola Ike ?» Non, Excellence. Dans mon métier, des noms courts et simples sont plus faciles à retenir que des noms kilométriques. Je veux bien vous croire. Prenez place, s'il vous plaît. Et excusez-moi pour le retard. J'étais en communication urgente et imprévue avec le secrétaire général des Nations Unies à propos de la Somalie. Les 4 hommes se dirigèrent vers le salon africain de la pièce, puis prirent place les uns en face des autres. L'aide de camp était, lui, resté debout, se tenant juste derrière le président tel un garde du corps. D'un geste convenu, le président appela le majordome. L'Éthiopien d'un certain âge et très bien habillé s'approcha du groupe. « Que prenez-vous, messieurs? C'est moi qui offre. » Le chef de la sécurité parla le premier. « Un coca pour moi. » « Un triple whisky sec sans glaçons, s'il vous plaît. » Le Nigérian scruta furtivement les visages surpris du président de la commission et du chef des services de sécurité. Par cette commande, il voulait montrer son indépendance. Il venait donc de marquer un point. Il avait horreur du whisky et lui préférait de loin le gin sec. Mais en un tel lieu, le whisky faisait plus classe, plus riche, alors que le gin lui faisait populaire. Il fallait impressionner. Le président se tourna à son tour vers le majordome et passa sa commande. « Bien, bien. Puisque M. Goldwyn ouvre franchement les hostilités, apportez-moi un double gin sans glaçons. » « Très bien, Excellence. » Le majordome recula, puis se dirigea vers un immense bar en bois d'acajou et d'okoumé. Le président s'adossa dans son immense canapé et, avec un sourire narquois, s'adressa à Goldwyn. « Alors, ce voyage ?»« Plutôt étrange, Excellence. »« Ah bon ?»« Oui. Plus de 4 heures de retard. C'est aussi étrange qu'inhabituel pour une compagnie de la trempe d'Ethiopian Airlines. » « Vous connaissez la raison de ce retard ?»« Officiellement, un serpent éthiopien très venimeux se serait glissé clandestinement dans l'avion. »« Ils auraient pu trouver mieux. »« Je le crois aussi, Excellence. Il devait être pris de court. » Le président Ping tendit la main vers son aide de camp. Celui-ci lui remit immédiatement une grande enveloppe marronne. Le président de la commission de l'Union africaine l'ouvrit et sortit 3 grandes photos. Il les observa brièvement, puis les tendit à Goldwyn. « Voici la raison officielle de votre retard. » John prit les 3 photos et regarda la première. Un cadavre au visage ensanglanté, vautré sur un siège d'Éthiopian. La deuxième offrait un très grand plan du visage du mort. Et enfin, la dernière photo montrait le corps nu et ensanglanté du cadavre à la morgue. Le Nigérian analysa longuement les clichés. C'est la question du président qui le tira de ses réflexions. « Alors, votre avis ?» John n'hésita pas une seconde. « Empoisonnement. »« En êtes-vous sûr ?» Pour ça, il faudrait avoir les résultats définitifs de l'autopsie. Mais à première vue, surtout le grand plan sur le visage. La langue bleue, la sueur de sang, la mort paisible.
Je pense à un poison d'origine russe. Le coup classique des services d'espionnage. Contamination 4 ou 5 heures avant. Ensuite, destruction progressive des organes vitaux, d'où le sang et la langue bleue. Après, une forte envie de dormir, d'où le côté paisible du visage. Et enfin, pendant le sommeil, arrêt cardiaque. Ce poison est-il facile à trouver? Non, c'est extrêmement difficile à obtenir. Il faut avoir ou de sacrées relations, ou un énorme paquet d'argent. Tout en hochant la tête, le président sortit de l'enveloppe un autre document, le rapport d'autopsie. Vous en savez des choses, inspecteur Goldwyn? C'est mon métier, Excellence. Qui était ce monsieur? Un compatriote à vous, Monsieur Hussein Okocha, chef de division des gestions des conflits à la direction paix et sécurité de la Commission de l'Union. Il était en charge du programme de maintien de la paix en Somalie, l'AMISOM. Pendant qu'il parlait, cette information s'emboîta avec la donnée précédente, celle de la communication urgente entre le président de la Commission et le secrétaire général des Nations Unies. Excellence, avec tout le respect que je vous dois, c'est pour cette raison que vous m'avez fait venir. À nouveau, il sortit cette fois de la grande enveloppe marron 5 autres photos. Hélas non! À peine 3 heures après la mort de M. Okocha, le chef de la division finance à la direction financière, M. Alfred Nkonje, d'origine camerounaise, se suicidait dans son bureau au siège même de la commission. Tout en observant les photos sanglantes d'Alfred Nkonje, l'inspecteur Goldwyn s'avança. Ça fait beaucoup de morts violentes en une journée. Oui, et c'est bien étrange. Déposant les photos sur la table basse, il prit son verre et but une belle gorgée de whisky. Il se concentra pour éviter de faire la grimace en déposant son verre. Puis il leva ses yeux vers le président de la Commission de l'Union africaine. Je suis prêt à mettre mon contrat de travail en jeu. Je parie que M. Nkonje travaillait aussi sur la Somalie. En plein dans le mille, inspecteur. Monsieur le Président, cette histoire sent mauvais. Très, très mauvais.